S'il est bien un genre qui se démarque des autres de par ses thèmes et la façon dont il les aborde, c'est la science-fiction. Ce genre se base le plus souvent sur la technologie pour imaginer un monde différent du nôtre, comme les nombreuses variations de ce que j'appelle les mondes punk, qui est un néologisme de mon invention. Pour vous donner une idée, le steampunk, le cyberpunk ou le biopunk rentrent dans cette catégorie. Ce genre est très attaché à la satire sociale, car si la technologie y a une grande place, les conséquences de son utilisation forment un point clé et constituent très souvent le cœur des œuvres. C'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement ce genre, car il permet de poser un regard critique sur la société grâce à la fiction. Pour plus de pertinence, la narration prend place dans une art temporelle fictive, histoire de se libérer des normes de notre présent. Les voyages temporels est l'un des thèmes phares de genre, mais si l'existence d'une telle possibilité est questionnée et source de nombreuses théories, son application narrative est source de nombreux problèmes. Ce que nous voyons comme le temps est basé en grande partie sur le loi de causalité. C'est, de façon simplifiée, le fait qu'un événement soit la cause d'un autre et ainsi de suite. La façon la plus simple de comprendre cela, ce sont avec des dominos. Imaginons que j'en fasse une ligne qui représente une suite d'événements, réels ou fictifs, ça n'a pas d'importance, et que je décide de pousser le premier. Le fait que je pousse ce domino est la cause de sa chute, qui est la conséquence. Cette conséquence est la cause de la chute du domino suivant, et ainsi de suite. C'est généralement comme ça que nous voyons le temps. Une succession d'événements que nous mémorisons, et qui est par conséquent une construction mentale pour donner un sens à ce qui nous entoure. Le voyage temporel va d'ailleurs à l'encontre de cette logique, vers ce qu'on appelle le passé, vers ce qu'on désigne comme le futur. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est qu'il n'existe pas un moyen unique de voyager dans la quatrième dimension, et nombre de films explorent les possibilités avec plus ou moins de talent. Commençons par le plus simple. Simple dans le sens relatif du terme, car vous allez voir, certains moyens de déplacement sont plutôt improbables, insolites, et donnent très souvent de spectaculaire. Ce que je nomme comme le voyage mental a plusieurs formes. La première est celle de voyager dans ses propres souvenirs. Reconstruire une scène de sa vie pour la revivre de cette façon est une forme de voyage temporel, même si je l'avoue ce n'est pas la plus remarquable. Nos souvenirs peuvent également nous faire défaut, des détails de la situation nous ayant échappé ou que nous avons délibérément ignorés pour l'embellir. La seconde et dernière forme est toujours liée à l'esprit, mais celui-ci voyage dans le temps pour arriver dans un corps se trouvant déjà dans le passé. Dans La Jetée de Chris Marker sorti en 1962, c'est ce concept qui est exploité, même si le corps du protagoniste semble être simultanément présent à deux époques différentes, ce qui ne correspond pas tout à fait à les descriptions que je viens de vous faire. C'est une œuvre assez unique dans son genre, car cela consiste en une suite de photographies liée par une histoire contée par un narrateur extérieur. Le son a donc une importance cruciale dans cette œuvre. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam est d'ailleurs inspirée de cette œuvre. Je vous conseille d'y aller jeter un œil, d'autant plus que leur esthétique respective vous apportera un bol d'air frais artistique. Je ne pouvais définitivement pas parler de voyage temporel sans évoquer l'auteur ayant eu l'un des plus grands impacts sur la science-fiction que ce genre ait connu. Je parle de Herbert George Wells ou H.G. Wells pour les intimes. Ces textes ont une telle influence sur la science-fiction que nous pouvons encore voir les influences sur les textes de science-fiction actuels. Nombre de ces œuvres ont eu droit d'adaptation au cinéma. Pour ne vous en citer qu'une, La Guerre des Mondes a été adaptée à deux reprises, la première en 1953 et la seconde en 2005. Si l'on prend en compte que le livre a été officiellement publié en 1898, l'adaptation la plus récente a plus de 107 ans d'écart avec l'œuvre d'origine. Ça vous donne une idée de la pertinence des concepts abordés par l'auteur. En termes de voyage temporel, La Machine à explorer le temps est d'ailleurs une de ses œuvres immuables ayant eu une influence notable sur la manière d'aborder ce thème. C'est d'ailleurs comme cela que nous nous voyons voyager dans le temps, grâce à une technologie dont le fonctionnement nous échappe. H.G. Wells utilise ce thème comme une manière de critiquer la société, et surtout le système de caste qui, selon lui, apporterait une dégénérescence de l'humanité. On a vu plus joyeux, mais bon, la science-fiction, c'est aussi ça. Je parlais d'adaptation, et ce livre a eu droit, comme pour La Guerre des Mondes, à deux adaptations sur grand écran. La première en 1960 et la seconde en 2002, qui est d'ailleurs réalisée par l'arrière-petit-fils de l'auteur. Il y a ensuite le moyen le plus probable de voyage dans le temps, d'un point de vue théorique, et c'est grâce au trou noir. Je pense en priorité à Interstellar. Pour son concept, pas pour tout le délire des fantômes. Allez voir le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour simplifier un peu, selon la science, la gravité influe sur l'espace et le temps. Plus une masse est importante, et plus le temps sera distordu à sa proximité. Bon, vous voyez la salle de l'esprit du temps dans les Dragon Ball, c'est le même concept. Pour les néophytes, c'est une salle utilisée pour l'entraînement où le temps se déroule plus vite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un an passé au sein de cette salle ne correspond qu'à une journée à l'extérieur. Tous ces moyens pour voyager dans la quatrième dimension sont assez imaginatifs, mais ils apportent des paradoxes qui font tout le sel des films. Un film où tout se passe bien, c'est pas intriguant, un peu comme ces films de romance où les deux personnages se cherchent, alors que nous savons pertinemment qu'ils vont finir ensemble. Ouais, je porte pas ce genre dans mon cœur pour ainsi dire. La première chose qui pousse un personnage à voyager dans le temps, quand il le peut, c'est de changer quelque chose qui lui est arrivé. Et cela amène plusieurs questions sur le temps lui-même. S'il est possible d'y voyager, peut-on modifier son passé, ou est-ce que le temps est immuable ? C'est la dualité libre-arbitre-déterminisme qui se retrouve dans cette question, qui n'aura d'ailleurs jamais de réponse. L'écriture de ce genre de paradoxe est assez délicate, car il n'y a pas de continuité temporelle comme dans les autres films. Prenons un film avec un schéma classique qui n'aborde pas le voyage temporel. Il y a d'abord la situation initiale où le personnage vit sa vie pépère, jusqu'à ce que quelque chose vienne la perturber. Et ce quelque chose, c'est l'élément perturbateur. Cet élément perturbateur lancera la narration durant laquelle le personnage cherchera à résoudre le problème auquel il est confronté, avec plus ou moins de succès. Maintenant, dans le cas d'un film où le personnage a la capacité de voyager dans le temps, il peut se retrouver à n'importe quel moment de schéma et peut donc provoquer un paradoxe tel que celui du grand-père.
Imaginons que ce personnage veuille tuer son grand-père avant qu'il n'ait des enfants. La raison n'a pas d'importance. S'il y parvient, il annule la naissance de son père et sa naissance par la même occasion. Il ne peut donc pas retourner dans le passé pour tuer son grand-père. D'où le paradoxe. Il faut donc fixer des limites au personnage pour garder une certaine cohérence. Un personnage c'est un peu un enfant quand on y pense. Il faut le guider pour lui permettre d'être meilleur de lui-même. Dans le cas contraire, un personnage peut amener ce qu'on appelle un Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina, qui est un terme venant du vocabulaire théâtral, c'est un peu comme si un dieu de la narration arrivait sur une situation qui semble insoluble et dit « c'est bon, c'est réglé », une sorte de « ta gueule, c'est magique » narratif. Ce n'est pas le seul problème, le nombre d'incohérences pouvant surgir lors de l'écriture d'un scénario de ce genre est très important, plus que dans toute autre narration. Il existe un métier pour améliorer les scénarios, même si le terme soigner serait plus correct pour en parler. Les script doctors, dont Carrie Fisher était une représentante célèbre, ont pour métier de corriger les problèmes de rythme, de lien entre les différents éléments narratifs et de corriger ce qu'on appelle les plot holes, qui sont des éléments scénaristiques incohérents, tout en gardant ce qui fait l'essence de la narration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils doivent corriger ces problèmes, tout en gardant le ton et les concepts intacts. Il faut donc être scénariste pour comprendre la structure de la narration, ce qui implique des études dans ce domaine et une collaboration avec celui qui a été chargé d'écrire ce texte. Tous ces paradoxes sont donc des exercices de style en soi, car réussir à se baser sur l'un d'entre eux en évitant les problèmes que je viens de vous énumérer est une chose assez rare. Predestination est pour moi l'une de ses réussites, c'est un film sorti en 2014 se basant sur une boucle de causalité, où chaque action est la cause de la suivante jusqu'à ce que la boucle se referme. Vous vous souvenez des dominos du début de la vidéo? Voilà à quoi ça ressemble lorsque c'est représenté de la même façon. Un ouroboros temporel que j'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer, car cela fait partie de ce genre d'œuvre qui demande un minimum d'effort pour pouvoir comprendre sa narration. C'est un peu comme si vous donniez un Rubik's Cube à quelqu'un, tout en lui disant que s'il le résout, il aura la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Sauf que ce cube a la fâcheuse tendance de se reconfigurer tout seul et que la réponse que vous obtiendrez sera différente de celle d'un autre. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais bon, peu importe. Là, c'est le moment où je vous révèle toute l'intrigue du film, donc je vais vous laisser une dizaine de secondes, et un chat, pour aller le voir et revenir. Moi, je vais attendre là, le temps que vous faites ça. C'est bon ? Allons-y. Tout d'abord, voici un petit schéma explicatif de la trame scénaristique telle qu'elle nous est montrée dans le film. Ouais bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il reste relativement clair, le lien est dans la description. Maintenant, si l'on tente de replacer une certaine chronologie dans cette narration, nous voyons que la vie de cette personne est assez bordélique. Mon résumé sera grandement simplifié pour plus de clarté. Avant toute chose, ce film aborde des thématiques LGBT+. J'ai mis des liens vers des vidéos explicatives dans la description. Notre personnage principal s'appelle Jane et est assignée fille à sa naissance. Elle est déposée à l'orphelinat de Cleveland où elle se rend compte qu'elle est différente des autres car elle est plus forte et plus intelligente. À cause d'un énième combat, sûrement dû à la jalousie de ses camarades, elle est repérée par Mr. Robertson, qui lui fait passer une sorte d'entretien d'embauche pour Space Corp, une société façade qui cache en réalité celle qui est à l'origine des voyages dans le temps. Lors d'un examen médical, il se rend compte que Jane est intersexe et qu'elle a donc, au niveau physique, les organes féminins et masculins, mais choisit de ne pas lui révéler. Elle se retrouve ensuite dans une nouvelle baston et la voilà recalée de cet entretien pour cette raison. Après son retour à sa vie banale et triste, elle finit par rencontrer l'homme de sa vie et l'amour par la même occasion. Après une ellipse convenue, elle tombe enceinte, ce qui l'empêchera de faire partie du bureau temporel quand Mr. Robertson viendra la trouver. Elle accouche et sa caractéristique physique lui est révélée, en plus du fait qu'elle soit obligée de faire sa transition car son accouchement a détruit son organe féminin. Pour ne rien améliorer à sa vie, son enfant est kidnappé par un homme et elle ne parvient pas à le retrouver malgré tous ses efforts. Après 11 mois de transition imposée, ce qui est particulièrement violent surtout au niveau psychologique, Jane termine sa transition en prenant pour nom John. John retente donc de faire partie de Space Corp, mais comme ils ont déjà son dossier médical, il doit faire face à un nouveau refus. Il arrive donc, après divers petits boulots, à un pub pour tenter d'oublier un peu et raconter son histoire au barman. Ce dernier, après l'avoir écouté, lui révèle qu'il sait où est l'homme qui a ruiné sa vie et propose de l'y amener tout en lui promettant qu'il pourra le tuer sans souffrir d'aucune conséquence. John apprend aussi que Mr. Robertson connaît le barman et qu'il est à la tête du bureau qui est à l'origine du voyage dans le temps. Après un petit voyage dans la 4e dimension, il se retrouve à l'époque où Jane étudie à la fac et se rend compte que l'homme qui a ruiné sa vie n'est autre que lui-même. La petite ellipse convenue fait donc son petit retour, en omettant les problèmes génétiques qui pourraient découler d'une telle relation, mais bon, on n'est plus à ça près. John est ensuite amené au QG du bureau temporel, qui le chargera de réaliser sa première mission, qui consiste à empêcher l'explosion d'une bombe posée par le feu follet, un criminel traqué par ce même bureau. Il échoue à cause de ce dernier qui l'attaque pendant sa mission et est brûlé gravement, ce qui l'oblige, une nouvelle fois, à changer son corps et surtout son visage qui sera soigné grâce à des greffes de tissu. Il est parvenu à rentrer au QG du bureau grâce à un homme mystérieux l'ayant aidé à mettre la main sur son dispositif temporel. Après sa convalescence, il se rend au bar et attend l'arrivée de John, qui lui raconte son histoire et l'emmène ensuite dans le passé pour que ce dernier rencontre Jane. Il retourne sur les lieux de sa première mission pour tenter, une seconde fois, de vaincre le feu follet et échoue, mais récupère une partie du détonateur ce qui lui permettra de continuer l'enquête. Il donne ce morceau à Mr. Robertson lorsqu'il retourne au moment de la rencontre entre Jane et John et kidnappe le bébé pour ensuite se rendre à l'orphelinat de Cleveland pour le déposer et fermer la boucle. Donc si je résume, cette personne tombe amoureuse d'elle-même, couche avec elle-même et enfante d'elle-même.
Si c'est pas du narcissisme, je sais pas ce que c'est. Le barman vient donc chercher John pour le ramener au QG qui lui donnera sa première mission, tandis que le barman se verra remercier pour ses services et partira dans une forme de retraite à l'époque de son choix. Son appareil de voyage temporel est censé se désactiver, mais par un backflip scénaristique, cela n'arrive pas. Il finit par coincer le feu follet grâce à des indices laissés dans son enveloppe de remerciements, pour se rendre compte qu'une nouvelle fois, le feu follet n'est autre que lui-même, rendu fou par les voyages temporels à répétition. La complexité de ce genre de film rend donc la revue du scénario par des script doctors comme un passage obligé avant sa mise en œuvre filmique. J'aurais pu prendre d'autres exemples, comme les Retours vers le futur, qui prennent d'autres théories comme base pour leur narration, mais j'ai préféré prendre quelque chose d'un peu moins connu pour vous le faire découvrir. Il existe de nombreux autres films parlant de voyage temporel, comme Looper, qui repense au concept de boucle pour le traiter de façon totalement différente, et légèrement moins complexe. Avec une facette télékinésie aussi, un peu comme si les X-Men voyageaient dans le temps. Chose qu'ils ont déjà faite d'ailleurs, dans Days of the Future Past, qui fait partie de la trilogie post-reboot de la saga. J'espère que vous apprécierez ces quelques films et que leur découverte vous transportera au sein de leur univers, car au fond, c'est pour ça que nous les regardons, pour nous y échapper le temps de quelques heures. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, restez curieux. À bientôt.